Bonjour à tous, merci Karim pour l'invitation. Bon, j'ai un petit peu la pression avec les deux premiers intervenants qui auront déjà beaucoup d'expérience. Moi, je suis parti de l'IUT en 2019 après la licence, donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc au programme, je vais me présenter mon parcours universitaire et professionnel. Ensuite, la présentation, on va parler du génie industriel, on va parler des coûts de production et le rôle de la maintenance. Et ensuite, une deuxième partie sur les robots collaboratifs, leur rôle et la maintenance des robots. Donc voilà, j'ai mis pas mal de logos. On va commencer avec le parcours universitaire. Donc j'ai fait mon DUT Gym en 2016, que j'ai obtenu en 2018, donc ça fait pas longtemps. Ensuite une licence CIMI, hein, donc ici toujours à l'IUT. Et ensuite je suis parti faire au centre-ville de Strasbourg un master JP, donc c'est un master génie industriel, production industrielle. Donc les trois niveaux d'études toujours dans le génie industriel. Pour parler un petit peu du master, donc je me suis vraiment spécialisé plutôt dans la partie production, parce qu'en fait dans ce master on a vu la production, la partie logistique, la partie qualité, on a vu tout ce qui tournait autour de la prod, mais par contre un gros défaut, on n'a jamais parlé de maintenance. Donc ça c'est pour moi un gros problème, et c'est grâce au DUT et à la licence que j'ai pu aborder et bien comprendre en fait les enjeux de la maintenance dans la production. Donc, mon parcours professionnel, moi j'ai qu'une slide, hein, j'ai pas tant d'expérience que les autres intervenants. J'ai travaillé 5 ans dans le groupe Alsapan. J'ai commencé chez Innovam et Innovam Usinage. Donc d'abord, avant de faire de l'usinage, Innovam c'était le bureau d'études d'Alsapan. Donc j'ai pu travailler sur les sites de Marlenheim, ils faisaient du parquet. Le site de Waston, ils faisaient du plan de travail. Le site de Dinsheim, où ils font des panneaux solaires, mais ça c'est autre chose. Ils font des pièces profilées, donc c'est des pièces des côtés de tiroirs par exemple, donc des pièces beaucoup plus petites. Donc voilà. J'ai refait une année à Dinsheim chez Elsa Profil, c'était l'année dernière. 5e année chez Alsapan, où d'ailleurs je salue Pierre Clavry qui fait partie du CJD. Je pensais avant, quand vous en avez parlé. Et dans ces 5 années chez Alsapan, il y a une petite année chez Aguerre, en licence. Voilà, j'ai pu voir d'autres process que l'industrie du bois et de la transformation du panneau. Ensuite, il reste 3 logos en bas. Donc, c'est mes 3 sociétés. En fait, je suis passionné d'automobile. Donc, j'ai créé la société Bareg. Donc, c'est l'achat-revente de produits et d'équipements automobiles. Et Cars & Barbecue, qui est un festival automobile. En fait, c'est ce qui m'a donné le goût d'entreprendre, c'est l'automobile. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Regenas. Donc, on va en parler tout de suite. Donc Regenas, c'est une société société d'ingénierie destinée à l'industrie. Donc c'est tout frais, hein, j'ai créé ça il y a 6 mois. C'est vraiment tout frais. J'ai commencé avec une partie génie industriel, on va en parler après. Donc vraiment l'étude du process de la production. Et j'ai rajouté à ça, et je me suis spécialisé maintenant dans les robots collaboratifs. Voilà. Donc on va commencer par la partie génie industriel, et avant de présenter, je vais vous présenter une définition, parce que en fait il n'existe pas de définition officielle de ce qu'est le génie industriel. Donc c'est la définition que j'ai qui pour moi représente le plus le génie industriel. Donc c'est l'art d'optimiser des systèmes complexes pour en améliorer l'efficacité, la productivité et la qualité, tout en réduisant les coûts et les délais. En fait, c'est quelque chose qui englobe tout ce qui concerne la production, donc ce que j'ai vu en master, c'est-à-dire la qualité, la logistique, la production même, et la maintenance. Et c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier la maintenance. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur le génie industriel et donc d'améliorer nos process ? Le premier élément, c'est la concurrence étrangère, la Chine. Parce que la France a l'ambition de réindustrialiser et de garder ses industries en France. Sauf qu'en face, on a des concurrents comme la Chine qui sont bien implantés. C'est plus un pays émergent. C'est un pays qui sait produire des choses de qualité. Donc maintenant, on se bat avec des pays, des gros industriels comme ça. Dans la concurrence étrangère, en fait, on va voir les coûts de production. Et dans les coûts de production, on a 2 choses. On a les coûts de l'énergie.
Donc là, on a en ce moment un contexte géopolitique sur les coûts de tout ce qui est matière première, mais surtout du pétrole, et crise monétaire, du coup, ce qui induit une augmentation des prix de l'électricité, on va voir ça après, et surtout les coûts de la main-d'œuvre en France qui sont bien plus élevés que dans ces pays ou d'autres pays émergents qui commencent à se réindustrialiser. Alors, je vais passer rapidement sur les coûts de l'énergie, parce que le génie industriel, moi, je me spécialise plutôt dans la partie process et produits. Mais le mot d'ordre, aujourd'hui, c'est la sobriété, avant de venir intervenir et de chercher les petites économies à droite à gauche. En fait, c'est vraiment la sobriété. À la maison, on nous demande de débrancher la Wi-Fi quand on n'est pas à la maison, d'éteindre la lumière. Ça, c'est des petites économies comparées à ce qu'on pourrait faire dans l'industrie. Dans l'industrie, on a des grosses machines qui ont des puissances de plusieurs kilowatts, par exemple des machines de chauffe pour de la colle et des choses comme ça. Et quand on les laisse allumer alors qu'on n'en a pas du tout besoin, en fait, c'est là qu'on peut gagner. On a un gros gain déjà économique, mais aussi au niveau de l'environnement. Voilà, donc je passe là-dessus. Et ensuite, ma partie plutôt, donc c'est les coûts de production. Donc j'ai essayé de faire cette petite équation en parlant des coûts de revient de production, rendement, pardon, coûts de revient de production par le nombre de salariés. Donc c'est ce qui va faire la compétitivité. Parce qu'en fait, on ne va pas regarder le chiffre d'affaires, vraiment ce qu'on va gagner, parce que ça, c'est plus induit par le marché. On va vraiment parler des coûts de revient de la production. Comment est-ce qu'on peut intervenir dessus? Donc, pour moi, il y a trois choses. On peut intervenir sur les cadences, essayer d'améliorer un petit peu l'outil de production. En général, on va avoir quelques gains, mais c'est plus autour du management qu'on va avoir vraiment des gains. Là, on va avoir vraiment des gains, c'est au niveau de la qualité, c'est-à-dire produire bon tout de suite. C'est un petit peu l'esprit du lean, de produire, d'éviter en fait de reproduire, refabriquer un produit mauvais. C'est-à-dire qu'on passe 2 fois dans la machine, on utilise 2 fois plus de matières premières. Donc là-dessus, on va perdre beaucoup d'argent et en plus pour l'environnement, on va économiser beaucoup de matières premières. Et ensuite, pour la partie maintenance, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le génie industriel va travailler sur la disponibilité de l'outil de production. Donc c'est là le plus important, c'est-à-dire, on va le voir sur la prochaine slide, non c'est plus tard, c'est l'aptitude d'un bien. Je triche. Non, pardon, on va le voir plus tard, je passe de slide. Donc les temps de non-disponibilité, donc il y a 3 choses, la machine, donc ce qui produit, ce qui va tomber en panne, qui peut avoir des défaillances. Alors, ce qui va faire le temps, c'est le délai de détection de défaillance entre la machine et l'opérateur. Alors on pourrait se dire, l'opérateur travaille sur la machine, il voit directement la défaillance quand il y a une casse. Sauf par exemple chez Elsa Profil, donc groupe Alzapan, on avait une machine d'enrobage qui faisait 120 mètres de long. Et le temps que la machine se décharge, si maintenant on a une panne à l'entrée de la machine, on peut avoir 5-10 minutes de perte de temps justement dans le délai de détection. Maintenant, grâce à l'industrie 4.0, on arrive un peu à chanter ce délai en faisant du prévisionnel, enfin du conditionnel, qu'on arrive à voir, à détecter un risque de défaillance avant qu'elle n'apparaisse. Entre l'opérateur et le technicien de maintenance, on va venir travailler sur la communication. Alors, c'est pas d'avoir un téléphone qui appelle plus vite la maintenance, mais on va le voir après, c'est que vraiment les techniciens de maintenance sachent ce qui s'est passé, dans quelles conditions. Ça, on le verra tout à l'heure, on va le détailler. Et ensuite, la partie corriger la défaillance entre le technicien de maintenance et la machine. Donc, on va travailler sur la maintenabilité. Voilà, on le verra après. Les pièces de rechange et les compétences. Là, pareil, ça ne concerne pas les compétences du technicien de maintenance, que ce soit de l'élec ou de l'automatisme, c'est vraiment les compétences liées spécifiques à la machine. Alors, première partie, dans ce que je disais avant, on va passer rapidement là-dessus. Le délai de détection, c'est voir la défaillance voyant lumineux, mais on peut travailler dessus avec de la détection prévisionnelle en faisant de la surveillance vibratoire ou à ultrasons, surveillance température, des choses comme ça, pour que le technicien de maintenance puisse prévoir la défaillance et essayer de savoir, bon, là, il y a un risque de rupture, d'arrêt. On va essayer de travailler dessus, de planifier aussi l'arrêt, ça c'est très important, de ne pas avoir une casse en plein milieu d'une production. Et en fait, le rôle du génie industriel, c'est d'amener ça dans les usines actuelles qu'on a chez nous.
Ensuite, la partie entre l'opérateur et le technicien de maintenance, ce que je disais avant, c'est pas de mettre un téléphone qui appelle plus vite, c'est de donner les bonnes informations, un peu comme un pompier. C'est quand on appelle les pompiers, en fait, c'est de donner toutes les informations pour qu'ils puissent intervenir au plus juste, de faire les bonnes actions. Dans notre cas, c'est de réparer la bonne panne ou de ne pas réparer à moitié. Donc, d'écrire les maintenances de premier niveau qui ont déjà été réalisées par les opérateurs sur la machine, d'expliquer les cadences, les types de produits, les paramètres machine, et tout ça, en fait, de standardiser pour qu'il y ait une bonne communication entre les opérateurs et la maintenance. Et ensuite, la partie la plus intéressante pour le génie industriel, c'est va être la durée de la défaillance. Premier point, c'est la maintenabilité. Voilà, on y vient. C'est l'aptitude d'un équipement industriel à être maintenu en état de bon fonctionnement. Quand une machine est livrée, en fait, les personnes qui s'occupent de la conception ne pensent pas toujours à la maintenance. Et en fait, là, l'idée, c'est de retravailler sur la machine pour essayer de simplifier là où on a le plus de risques de défaillance, ou encore là où on a les pièces les pièces d'usure, les choses comme ça, de travailler là-dessus sur la machine pour simplifier le travail et accélérer le temps de dépannage entre guillemets. Ensuite, on a les pièces de rechange. Donc là, c'est de réfléchir à une stratégie. Avant le Covid, on pouvait avoir des pièces très rapidement, en moins de 24-48 heures. Maintenant, c'est un petit peu différent. Les approvisionnements ont un peu changé. Donc ça dépend les domaines, des types de pièces. Certaines, c'est revenu comme avant Covid, d'autres, non. Donc ça est de travailler sur une stratégie. Et ensuite, c'est de commencer à intégrer l'impression 3D. Et ça, je voulais en parler. On est aux prémices encore, même s'il y a déjà eu beaucoup d'évolutions. En fait, l'impression 3D permettrait, au lieu de stocker des pièces chez soi en interne et de stocker de l'argent, on stockerait un petit peu de matières premières et des fichiers 3D sur un ordinateur. Et moi, je pense qu'il y a une bonne évolution, quelque chose à travailler là-dedans, qui pourrait être très intéressante au niveau financier et stratégique. Et ensuite, au niveau des compétences que j'expliquais avant, on ne va pas remettre en cause les compétences du technicien de maintenance. On va plutôt essayer de lui donner un accès simplifié, rapide aux informations clés. Donc c'est ce que fait aussi un peu l'industrie 4.0 avec la réalité augmentée. Mais sans aller aussi loin, c'est de juste bien structurer ces documents, ces documents techniques, ces notes, pour avoir justement la bonne information au bon moment et être capable de réparer et de comprendre la panne plus rapidement. Voilà. Deuxième partie, donc ça c'est ma partie favorite, c'est là où je me suis un petit peu concentré, ma nouvelle activité où je me suis concentré, donc c'est la robotique collaborative, une solution pour devenir compétitif. En fait, c'est une des solutions qui répond un petit peu à la concurrence étrangère. Donc c'est vrai qu'avant j'ai parlé de la Chine, mais on pourrait regarder beaucoup plus proche l'Allemagne et l'Italie, qui sont beaucoup plus robotisés que nous. L'Allemagne a 3 fois plus de robots que nous, l'Italie en a 2 fois plus. Et en 2019, c'est les derniers chiffres officiels, l'Allemagne a installé, juste sur l'année 2019, 4 fois plus de robots que nous. Donc en fait, on est un petit peu à la traîne et on va pas, pour l'instant, on rattrape pas ce retard en fait. Alors avant de parler un peu maintenance la maintenance sur le robot collaboratif, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'un robot collaboratif. En fait, c'est un robot qui est capable de travailler avec l'homme, qui est capable de détecter des forces avec des capteurs de couple. En fait, il s'arrête lors d'un contact avec une personne, un mur ou une machine ou quelque chose. Pourquoi est-ce avantageux ? Déjà son prix. Alors, les robots collaboratifs sont moins chers que les robots traditionnels et ils sont surtout moins chers à intégrer que les robots traditionnels. Ça va avec la flexibilité. Pour vous donner l'exemple, un robot collaboratif dans un atelier d'usinage, si maintenant un usineur a besoin une commande de 15 jours sur un tour, on va installer le robot sur un tour. Voilà, donc il travaille 2 semaines et après, monter par exemple sur un chariot, on va le déplacer sur une fraiseuse. Voilà, 15 jours, une nouvelle commande avec un système de clamp et il recommence une nouvelle série sur une autre machine et le mois d'après, on peut continuer ce changement. Donc c'est super intéressant au niveau de la flexibilité, ça nous permet d'avoir un retour sur investissement intéressant, on va en parler après. QVT, qualité de vie au travail et TMS, ça c'est super intéressant pour les postes à tâches répétitives ou ou alors les opérateurs portent des charges lourdes. En fait, on va venir les remplacer par ces robots et réduire le risque d'accident de travail ou de TMS sur certains postes. Ensuite, retour sur investissement rapide.
La moyenne sur les robots Universal Robots, donc c'est la marque avec qui je travaille, c'est de 10 mois. Les meilleurs atteignent 4 à 5 mois, et les moins bons, entre guillemets, c'est à 14 mois. Donc c'est super intéressant. Et maintenant, la question qui tue, est-il vraiment collaboratif? Alors un robot à nu livré par Universal Robots, c'est collaboratif, mais tout va dépendre de ce qu'on va déplacer ou faire avec le robot. Si on déplace par exemple dans une usine de balles de volleyball, si on déplace des balles, bon, il n'y a pas trop de soucis. Si maintenant on commence à travailler dans une verrerie et qu'on déplace des morceaux de verre ou qu'on vient travailler sur du verre, là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc rapidement, quelques applications. Un robot collaboratif, c'est du pick and place, on vient déplacer la pièce. De la palettisation en sortie de ligne. Du chargement de machine, comme on voit à la droite, là, c'est du chargement de machines-outils. Et après, des tâches plus complexes auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, le ponçage. Le robot en fait a un capteur de force dans son axe Z, dans son 6e axe en Z. En fait, il est capable de maintenir une force constante donnée suivant la trajectoire qu'on lui donne. Donc on peut faire un ponçage ou même de l'ébavurage pour certains usineurs. Et ensuite de la soudure unitaire. C'est vrai que ça on y pense moins, c'est pas de la série. Mais en fait, la soudure unitaire nous permet de garder des caractéristiques, enfin d'avoir des caractéristiques mécaniques bien précises, de les maîtriser, et aussi de remplacer en fait des soudeurs compétents qu'on ne trouve plus forcément. Voilà. Et maintenant, on va parler de la maintenance, parce que toujours plus de machines, toujours plus de maintenance. Alors, comment réduire le risque de défaillance d'arrêt sur un robot? En fait, la première partie, c'est... On va pas parler du robot, parce que voilà, on va dire que le robot est bien conçu et fiable. Voilà. C'est plus la partie d'intégrateur qui me concerne. En fait, pour augmenter sa durée de vie, ma partie intégration, il faut que je conçoive des trajectoires qui n'endommagent pas le robot, c'est-à-dire pas de mouvement brusque, un peu comme notre bras, pour justement éviter les arrêts de sécurité. Parce qu'en fait, un arrêt de sécurité, quand tu as une collision avec l'homme, c'est normal. Par contre, quand on commence à avoir des arrêts de sécurité, quand on déplace une charge, parce qu'on a mal paramétré la charge, parce que les trajectoires ne sont pas bonnes, là, on va avoir des arrêts brutaux, et ça ne va pas du tout plaire au moteur du robot, et on va augmenter les risques de défaillance. Alors, le robot est donné à 35 000 heures de durée de vie, ce qui équivaut à peu près 5-6 ans à pleine charge et à vitesse maximale. Donc c'est vraiment à l'extrême. Donc c'est 5-6 ans en 5-8. Donc c'est déjà beaucoup. En général, ça tient, on a une durée de vie de 10-15 ans. Donc c'est si l'intégrateur respecte bien les trajectoires du robot et ah oui, ce que je n'ai pas parlé aussi, c'est qu'en fait, l'intégrateur, une fois qu'il a créé ses trajectoires, il va venir avec l'ordinateur, on va regarder les courants qu'il y a dans les 6 axes, en fait, pour voir si on ne dépasse pas les tolérances du constructeur. Et ça, c'est vachement important. Après, je reviens pour la partie maintenance. Alors ça concerne plus les techniciens qui vont venir suivre le robot par la suite, une fois qu'il est installé. Il y a quand même un planning à respecter, c'est de faire de l'inspection visuelle tous les mois. On va regarder les points, si les joints sont en place, s'il n'y a pas de saleté, s'il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent gêner le robot. Une inspection fonctionnelle, on vient vérifier les serrages des vis du robot avec une clé dynamométrique. Et on vient aussi vérifier si le robot ne se met pas en arrêt de sécurité, je ne sais pas si maintenant il est installé depuis 6 mois, si pendant les dernières semaines il n'a pas commencé à se mettre en arrêt de sécurité, s'il ne faut pas modifier quelque chose sur le robot. Ça c'est aussi très important. Ensuite, pour continuer là-dessus, les principaux risques, donc c'est ce que j'ai dit avant, c'est les arrêts de production. Là, la maintenance va devoir intervenir pour modifier le programme ou alors une perte de repères. Une perte de repères, c'est par exemple, on va reprendre l'exemple de machine-outil. Si le clamp se fait mal, si la mécanique a bougé, je ne sais pas, il faut que le technicien de maintenance, ou alors l'intégrateur, soit capable de refaire un repère sur la machine. Voilà. Il faut aussi des compétences un petit peu en automatisme, parce que voilà, il y a un petit peu d'automatisme derrière quand même. Par exemple, si le robot est intégré sur une machine et qu'il est maître au niveau de l'automatisme, en fait, on vient programmer un peu comme chez Siemens, des entrées-sorties, des choses comme ça.
Donc les compétences nécessaires, voilà, formation un petit peu sur le robot, sur l'utilisation et la programmation de mouvements, de repères, et une compétence en automatisme. Alors j'en ai pas parlé, mais en fait le robot collaboratif a aussi un grand avantage, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation que les robots traditionnels. En fait, on utilise une interface qui nous permet de faire des trajectoires très facilement, et c'est très intuitif, même pour refaire des repères ou pour rentrer une charge. En fait, c'est beaucoup plus intuitif que des robots traditionnels. Voilà. J'en ai fini. Je suis allé un peu vite, mais j'en ai fini. Hop, oui, merci. Ben, c'est parfait parce qu'on m'a demandé qu'on puisse partir un peu plus tôt, donc ça tombe très bien, ça va nous permettre de gérer le temps. Alors, pareil, hein, c'est impressionnant pour moi parce que Nicolas, je l'ai suivi pendant les 2 ans plus la licence, donc on se connaît bien, on s'est même croisé dans un salon aussi, donc bravo. Le génie industriel, je ne sais pas si tu te souviens, c'est optimisation des performances globales de l'entreprise. Tu te souviens de ça, hein, c'était dans les cours. Et donc, c'est pour ça que le BUT s'appelle génie industriel, on est d'accord, et maintenance. Parce que dans la partie génie industriel, on ne retrouve pas trop maintenance. Des questions? Oui. Oula. Non, parce que j'entends effectivement parler de ces robots collaboratifs. Moi, j'aimerais, si tu peux me dire exactement ce que c'est un robot collaboratif et qu'est-ce qui change vraiment par rapport à un robot plus traditionnel. Voilà. Moi, j'arrive pas, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne sais pas vraiment la différence. D'accord, oui. Alors, de visu, c'est un robot 6 axes traditionnel, voilà, ça ne change pas, c'est un robot industriel qui est capable d'atteindre des cadences comme un robot traditionnel, donc là il sera plus collaboratif. Ce qui change en fait, c'est qu'il est capable de travailler avec l'homme sans protection de sécurité, dans des conditions bien définies, c'est-à-dire on ne va pas déplacer du verre, on va avoir des vitesses limitées, donc c'est 250 mm/s, et en fait, c'est vraiment ça qui change, et c'est sa flexibilité, en fait. C'est de pouvoir l'intégrer sur des lignes de prod, de le faire travailler avec l'homme, ce que je disais, c'est-à-dire l'homme commence une tâche, le robot va la terminer, ou alors ils travaillent ensemble, ils font une tâche ensemble, ou alors il va juste venir travailler à côté, à proximité, et en fait, c'est là qu'on peut enlever toute la structure de sécurité qui est autour. Voilà. Voilà, alors en fait c'est ça le robot collaboratif, c'est que s'il n'y a plus les contraintes des robots, puisqu'il y a des contraintes de sécurité, là c'est le robot avec qui il peut y avoir quelqu'un à côté. Alors après, quand on avait visité, j'étais venu te voir et que tu travaillais sur le robot collaboratif, quand j'avais dit, moi je teste d'être à côté, que le robot me tape un peu, hein, donc en fait il m'a fait ça, hein, il s'est pas arrêté tout de suite. Et donc, je dis, ouais, bon. Et la remarque, c'est quoi? Je dis, ben oui, mais on force un peu parce que sinon, ça s'arrête tout le temps. Ah, oui, mais c'est fait pour, hein. Bon, donc, là, il faut faire un peu attention. J'avais une question par rapport aux obligations réglementaires, par rapport à la sécurité. Est-ce qu'il y en a, déjà, pour les inspections réglementaires? Oui, il y en a. Alors, quand on est intégrateur de robots, en fait, on est considéré comme fabricant de machines. Donc en fait, il faut faire certifier l'installation, et puis on est soumis à la norme 10218.2, si je dis pas de bêtises. Et en fait, oui, il y en a. On est soumis à beaucoup de réglementations justement autour des robots collaboratifs, et il y en a encore plus que sur des robots traditionnels, parce que justement, il faut travailler sur la limite du collaboratif du robot. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est là le rôle de l'intégrateur. Plus que de programmer et de mettre en sécurité autour d'une cage, en fait, là la difficulté c'est de réussir à retirer cette cage et de le laisser de le garder collaboratif. Et en fait, oui, il y a toute une réglementation autour de ça. Et pour revenir à cette histoire de pression, est-ce qu'il y a des recommandations ou est-ce qu'il y a des normes de tolérance de cet effort au moment du contact? Oui, il y en a, oui. Et elles sont définies aussi dans la norme. En fait, ce qui change, tout ça, c'est intégré au robot.
Donc en fait, on n'a pas besoin normalement de lire la norme, tout ça c'est intégré au robot, on a les limites maximales, et en fait ce qui fait beaucoup, c'est la vitesse de déplacement, ce que je disais avant, c'est les 250 mm/s, et de ne pas les dépasser. Ça c'est très important. Très bien. Oui. Ma question, c'était par rapport à la première partie de votre présentation. Donc, vous avez décrit la disponibilité des outils de production et la boucle entre machine, opérateur et technicien. Et finalement, si on ajoute le robot à cette boucle, est-ce que vous ne voyez pas que ça va présenter un défi concernant la disponibilité de l'outil ou la réactivité de détection d'une panne ou d'une anomalie? Votre question, elle porte sur par rapport au robot ou par rapport à la ligne de production en elle-même? Ouais, par rapport à la ligne de production, la détection de la panne et la réactivité concernant la détection, est-ce que ça va augmenter ou Ouais, je vois. En fait, non, parce qu'en fait, quand on installe un robot collaboratif, on supprime pas l'opérateur, on le déplace. En fait, l'opérateur sera toujours là pour animer la ligne. Le robot collaboratif sert vraiment à remplacer l'opérateur pour des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Donc en fait, l'intérêt du robot, c'est de déplacer l'opérateur sur la ligne, toujours sur la ligne, à une tâche à plus forte valeur ajoutée. Justement, pour augmenter la qualité de ce qu'on produit et des choses comme ça. C'est de répondre justement à ces enjeux. Merci. Alors, c'est vrai, mais tu me dis si je dis des bêtises, hein, il n'y a pas de raison, moi. Quand on dit robot collaboratif, on pense à ça, mais c'est pas que sous cette forme-là. Il peut y avoir, pour soulager les troubles musculo-squelettiques, par exemple, manœuvrer une meule qui est un peu importante, ce sont des robots collaboratifs ou pas? Est-ce qu'un exosquelette, c'est un robot collaboratif, en fait? C'est une bonne question. Je Donc, dirais que comme il n'est pas autonome, je dirais non. Parce que là, il travaille quand même tout seul. Et il a sa force, il a sa charge, il fait quelque chose à côté en autonomie. Et oui, c'est vrai. Pour moi, c'est cette petite nuance. Il travaille avec l'opérateur, parce que ce n'est pas l'opérateur qui le pilote. C'est ça. En fait, à un moment, j'avais vu une image où il y avait la console de programmation. Je ne sais pas si tu peux la remettre juste comme ça. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, on va. Oh, je reviens. Si. Ah, très bien. Alors, non, encore avant, où il y avait la photo. J'avais. Bon, enfin, peu importe. Donc la question, c'était est-ce que le robot est capable de se reprogrammer tout seul? Pas encore. Peut-être avec ChatGPT, mais pour l'instant, non. J'ai deux, trois questions. Allez. On va dire comment... alors, c'est ton entreprise, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, comment tu trouves tes clients? Un client, donc, je sais pas, il a une entreprise, et comment, globalement, il se dit, je vais prendre un robot comme ça, donc collaboratif, et quel est... parce que, bon, je pense que le coût, il est assez important. Et globalement, je me dis, c'est pas... Tu as un portable, on achète un portable, un ordinateur, mais s'acheter ça, le réflexe, il n'est pas... Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très nouveau. Et ouais, c'est comment un client va venir te voir pour, en fin de compte, se dire, je remplace un technicien par un robot pour produire des pièces, par exemple. Oui, alors il y a deux cas de figure. Le premier, c'est si la société a déjà réfléchi, fait une étude en interne. Donc là, elle a déjà compris les enjeux de la robotique. Deuxième cas de figure, c'est l'entreprise industrielle ne s'y connaît pas. Et en fait, on va venir faire la réflexion de la première partie de la présentation sur le génie industriel. C'est comment réduire son coût de revient du produit pour être plus compétitif parmi les voisins, quoi. Et après, j'en ai parlé avant, l'Allemagne est 3 fois plus robotisée. Je pense que voilà, il y a beaucoup de travail chez nous et il y a encore de l'étude à faire pour faire comprendre aux gens à quoi sert un robot et qui ne remplace pas en fait un opérateur. On a visité l'usine 4.0 dans le lycée à Célestat et ils ont donc un robot qui prend des pièces et on s'est donc
moi, au départ, je pensais qu'il fallait coder le robot et que ça allait prendre des heures et des heures. Et donc, l'enseignant nous a montré que, en gros, vous faites déplacer votre robot et globalement, il va mémoriser donc la trajectoire du robot. Vous appuyez sur Enter et là, globalement, il va répéter donc cette tâche-là. Et donc, on s'est dit, mais franchement, on simplifie de façon gigantesque, en fait, compte la complexité du problème. Et ça nous a bluffé. On était l'année dernière, là, c'était impressionnant. Et donc, c'est pour ça que, franchement, c'est un bon moyen de pouvoir remplacer un être humain. Mais franchement, c'est quelque chose d'impressionnant. Ça l'être humain, mais ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Ça aide beaucoup, ouais. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé qu'il pouvait faire de la soudure ou encore remplacer un tourneur-fraiseur, par exemple. Mais est-ce que, justement, un tourneur-fraiseur ou un soudeur doit être à côté pendant l'opération ou pas? Alors, je vais prendre d'abord l'exemple du tourneur-fraiseur. Alors, le robot ne remplace pas le tourneur-fraiseur. Il n'est pas capable de créer des passes d'usinage lui-même. Donc, en fait, dans ce cas-là, c'est uniquement pour des séries. Donc, en fait, le tourneur-fraiseur va venir créer son programme, comme d'habitude, et installer le robot. On va créer un rack une palette, en gros, de matières premières qu'on vient dépalettiser. On met dans la machine, on dépaletise. Mais en fait, on aura toujours besoin de l'usineur-fraiseur. En fait, on lui enlève juste la tâche de rester à côté de la machine, d'attendre que la pièce soit usinée, de l'enlever, d'en remettre une autre. En fait, on enlève cette tâche répétitive qui est à faible valeur ajoutée, en fait. Et plutôt de lui permettre de travailler sur une autre machine en parallèle. Mais du coup, il remplace quand même le rôle du tourneur-fraiseur. C'est quand même le robot qui fait en soi le travail du tourneur-fraiseur. Oui, mais pour la partie, en fait, juste pour le chargement machine. Oui. Ah, juste pour le chargement. C'est juste pour le chargement. Après, il faut toujours le tourneur-fraiseur. C'est ce que je disais, en fait, sur des grandes séries, je sais pas, on fabrique 10 000 pièces bon, j'abuse un peu, mais 1000 pièces de quelque chose. En fait, le tourneur-fraiseur, mettre des pièces dans une machine, la valeur ajoutée n'est pas, n'est pas grande, quoi. Il pourrait très bien programmer une autre machine et usiner d'autres pièces, quoi. D'accord. En fait, c'est un peu l'idée. Et pour la soudure, pour te répondre, la soudure, c'est la même chose, en fait, pour des séries. Si maintenant, on a tout le temps la même pièce à fabriquer, on la met sur une table, on la bride sur une table, et l'opérateur vient appuyer sur un bouton, mais c'est encore le soudeur qui va venir créer la trajectoire et configurer le poste à souder. En fait, ça reste ses compétences à lui dont on a besoin pour faire la tâche, quoi. D'accord, merci. Oui, en fait, c'est pour supprimer ce qu'on appelle des tâches sans valeur ajoutée. C'est-à-dire que pour un opérateur, ouvrir, enlever la pièce et en remettre une autre, voilà. Il vaut mieux l'utiliser à faire autre chose. C'est ce que font les Allemands et les Sud-Coréens. Les Sud-Coréens ont 10 fois plus de robots que nous, quoi. Alors, une question très pratique, combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Alors, ça dépend de la taille du robot. En il en existe c'est un commercial aussi. Des tout petits. Je suis obligé. Il en existe des tout petits qui sont souvent destinés à l'industrie pharmaceutique. Cela démarre à partir de 35 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Et on a les plus grands qui ont un rayon d'action de 1,50 m ou quasiment 2 mètres, qui cela coûte 65 000 € à peu près. Voilà. Donc, par rapport à un robot traditionnel, ça reste raisonnable. Voilà. Et en plus, on a une facilité d'intégration. D'utilisation par la suite. Voilà. Alors de mon côté, j'ai apprécié en fait cette dualité en fait entre génie industriel et robotique, parce que on se rend compte rapidement que quand il y a un robot dans l'interface homme-machine, on perd en sensibilité. Donc le génie industriel, la mesure, l'usine 4.0, elle prend tout son sens. Et c'est bien deux voies en parallèle qu'il faut prendre. Par contre, dans le milieu industriel, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a du mal à aller vers l'usine 4.0, vers la mesure de chaque paramètre, le suivi. Ce qui fait que le robot, qu'il soit collaboratif ou non, il représente quand même une certaine limite. Et je voulais savoir, est-ce que dans la société que tu as créée, est-ce qu'aujourd'hui tu as des réflexions autour de la perte de sensibilité? En fait, dans les métiers que j'ai connus, j'étais souvent confronté au sentiment. Du diagnostic par sentiment, de la dérive, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, j'entends, je vois, mais je caractérise très peu. Et en fait, le robot, pour moi, représente une barrière supplémentaire encore dans ce diagnostic et les métiers de la maintenance. C'est la première question. Comment tu envisages de traiter ce souci-là? Les limites du robot, la compréhension, les dérives, l'anticipation.
La deuxième, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans le métier de la robotique, il est réfléchi de faire un robot par apprentissage, on va dire, hein, on entend chat, GPT, voilà, ce genre de système qui voit le jour aujourd'hui, qui font leurs preuves en termes d'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, un robot peut apprendre et faire preuve d'intelligence, d'adaptabilité, même s'il est collaboratif, à une situation, s'il a bien les instruments qui vont bien? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu anticipes la perte de sensibilité et de diagnostic? Et deux, quelles sont les réflexions autour du robot autonome? Oui, alors pour la perte de diagnostic, c'est vrai que j'ai pas encore trop eu de réflexion là-dessus. La question, c'était par rapport à l'opérateur ou c'est vraiment les équipes de maintenance? En fait, c'est la sensibilité de l'opérateur par rapport... On parlait d'interconnectivité et d'usine 4.0 avec des capteurs. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'industrie, mettre des capteurs partout, c'est des contraintes aussi. En termes d'entretien, de suivi, c'est une charge énorme et parfois on perd à en mettre de trop. Sauf que ça va de pair avec un robot. Oui, alors c'est vrai qu'on disait que maintenant c'est un métier d'avenir. C'est vrai qu'en fait, certaines tâches indirectes de l'opérateur, c'est-à-dire de voir ce qui se passe sur le terrain et déplacer vers la maintenance. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de plus en plus de monde. Mais du fait qu'il soit collaboratif, ça veut dire qu'il travaille toujours proche de l'homme. Donc j'ai pas encore réfléchi là, sur ce sujet, mais c'est vrai que je pense que on aura peut-être un petit peu moins de visu sur la dérive, mais comme on a l'homme qui est toujours, qui est pas très loin, qui reste toujours maître de sa machine, je pense qu'on arrivera quand même un peu à voir les premiers signaux de dérive, je pense. Voilà. Okay. Et sur la partie robot autonome En fait, voilà, c'est de la recherche déjà. Le robot, il peut... La seule chose que le robot, pour l'instant, il peut faire, qu'on est capable de faire en tant qu'intégrateur, c'est de lui réapprendre son repère automatiquement. Si on le change de machine, ce que je disais avant, le technicien de maintenance doit venir changer le repère si jamais le clampage s'est mal fait, si le robot est mal positionné pour X ou Y raison. En fait, c'est de lui réapprendre, de lui faire réapprendre en autonomie son repère à lui, pour en fait on puisse le réinstaller très facilement sur son emplacement de travail. Voilà. Pas si j'ai répondu à la deuxième question. Oui, je pense que c'est trop tôt, mais aujourd'hui les réflexions sont... C'est trop tôt dans le marché, je pense, pour se poser ce genre de questions. Mais je voulais savoir si, de ton côté, en tant qu'entrepreneur, tu avais déjà entendu parler de cette réflexion-là. Parce qu'en termes d'industriel, l'adaptabilité d'un robot, là, aujourd'hui, elle est liée à l'homme. Demain, dans les métiers en France et en Europe, ça sera tout le temps de veiller à développer la nouveauté, l'innovation. Et c'est aussi ce qui explique en partie pourquoi en France on investit moins dans les robots. On veut garder des métiers à très haute valeur ajoutée, innovants, donc en constant mouvement, ce qui est compliqué avec la robotique, et d'où le fait de le développer dans sa notion autonome. Puisqu'en fait, si un robot apprend par lui-même, il sera capable de suivre le mouvement français. Dans l'industrie, globalement, aujourd'hui, il ne l'est pas totalement. Ça explique en partie. Pas totalement, mais en partie. Okay. Oui, là, on monte d'un cran, puisque c'est le robot qui apprend. Mais ceci dit, même quand on voit des endroits où c'est... alors moi, j'aime pas trop ça, mais 4.0, 5.0, allez, on va dire X.X. Voilà, chacun prend les chiffres qu'il veut. Mais quand on se promène, il y a très peu de personnes. Les seules personnes qu'on voit errer dans l'usine, ce sont des gens de maintenance. Voilà. Dès qu'il y a un équipement, il faut un garant pour la disponibilité, et c'est la maintenance. Allez, une dernière. Ouais, moi, j'ai pas une question, en fait, c'est plus un constat. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis un petit peu dans un monde franco-allemand. Et je dois dire, ce genre de questions-là sur la sensibilité de l'opérateur, c'est vraiment franco-français, quoi. Il faut savoir que, enfin, comme dit, ça fait 15 ans que je travaille côté français, allemand, enfin avec des germanophones, même en Autriche. En Autriche, je pense que c'est même plus industrialisé qu'en Allemagne, plus robotisé. Et c'est pas des questions qui se posent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce système-là de formation continue.
qui fonctionnent peut-être pas forcément à 100% comme il faudrait chez nous. Et c'est vrai que ouais, c'est plus culturel en fait de se poser la question, ouais, le robot il va remplacer un opérateur, alors qu'au final on se rend compte que c'est pas vrai, quoi. Voilà, c'était tout. C'est juste ma réflexion perso, c'était pas une question. Je pense que tu partages à peu près. Enfin, si tu as travaillé déjà avec des Allemands, tu vois que ils ont peut-être pas forcément la même culture là-dessus, quoi. J'ai pas travaillé encore avec des Allemands, mais bon, on sait que la culture allemande, voilà, on connaît un peu, quoi. Je voulais te poser une petite question pour bien comprendre en fait on va dire la solution que propose ta société. Enfin, pour pas que ce soit mal interprété, hein, je vais être volontairement un peu provoquant, mais concrètement, si je suis une société et que je cherche en fait à mettre en place une solution de robots collaboratifs, en fait, pourquoi je ferais plutôt appel à toi et pas directement Universal Robot en fait? D'accord. En fait, Universal Robot n'intègre pas de robots. Voilà, première réponse. Sauf chez les gros. Les gros, c'est Stellantis, et voilà, sauf qu'ils se font aider d'intégrateurs, donc ils ne sont pas tout seuls. Et pourquoi, pour répondre à une autre question, pourquoi faire appel à un intégrateur et pas de le faire soi-même? Ce que je disais avant, en fait, quand on intègre un robot, en fait, on fabrique un nouveau morceau de machine, on fabrique une nouvelle machine. Donc il faut réfléchir à toutes les questions de la sécurité, de l'ergonomie, de tout ça, en fait. Et c'est le rôle, en fait, de l'intégrateur. Voilà. Et de préserver justement le robot, ce qu'on a vu avant, par sa programmation. Merci. Et avec Regenas, ça va être classe. Merci.